on a déjà la... Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup d'être là pour cette dernière intervention du sommet On n'est pas que des parents. Juste pour poser le contexte, On n'est pas que des parents, c'est un sommet en ligne qui a lieu pour cette année la troisième fois. Chaque année, au mois de mars, je vous retrouve et je retrouve tout particulièrement les parents. Et cette année, grande nouveauté, on a cette journée du 28 mars dédiée aux entreprises, donc aux fonctions RH, RSE, manager, où j'ai regroupé tout plein de partenaires à Jooners, We Impact, Need, Tiffaine Mayol, Corinne, Pascal, bref, plein de superbes pépites qui accompagnent les entreprises sur les sujets de parentalité et d'égalité femmes-hommes. Et du coup, on va aujourd'hui, enfin là maintenant tout de suite à 16 heures, parler des épreuves parentales et comment j'accompagne. On en a parlé un tout petit peu, on a fait des petits pics. C'est bien parce que toutes les conférences sont vraiment intimement liées en disant que c'était pas évident en fait en tant que manager d'accompagner ces épreuves et que rien que dans la sphère privée, on avait parfois du mal à accueillir ce genre de choses. Donc imaginez dans la sphère professionnelle. Je vais vous laisser la parole, les filles, pour vous présenter toutes les deux et présenter votre mission. Et on va ensuite rentrer dans le déroulé puisque nous avons 30 minutes devant nous. Tout à fait. Super, merci Alors, beaucoup. je crois que je peux pas, par contre, partager mon écran parce que je vois qu'il a été désactivé. Je te le donne, c'est bon. Merci. Alors, euh, N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous avez une boîte à questions qui est juste en dessous. Des questions, des remarques, des commentaires. Et même, on va vous poser des questions pendant cette intervention. Du coup, vous pourrez y répondre directement avec la boîte à questions qui est en dessous. C'est anonyme, donc n'ayez pas peur de dire des bêtises. Vous ne serez pas jugés. Il n'y a que les filles et moi qui voyons vos prénoms ou vos noms. Donc, ok. Est-ce que tout le monde voit bien la présentation là? c'est parfait. Ok, super. Super, merci, merci Lucille pour cette introduction. En effet, nous sommes donc Anne-Lise à mes côtés et moi-même Pauline, cofondatrice de We Impact. Et on est surtout ravis d'intervenir aujourd'hui dans ton sommet, Lucille, et de clôturer ce sommet aussi ensemble. On va donc aborder la thématique des épreuves parentales. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on vous propose sur le chat de nous dire, selon vous, justement, qu'est-ce qu'une épreuve parentale? Alors, on va vous laisser quelques instants pour nous dire voilà, si ça vous parle. Et après, on vous apportera des éléments. Alors, Alors, c'est la fin de journée. Alors, on comprend si vous êtes un petit peu moins réactif, il n'y a pas de souci. Alors, les épreuves parentales, en fait, ça fait référence aux défis et aux difficultés qui peuvent être rencontrés par les parents dans leur parcours de parentalité. Et aujourd'hui, pour les 30 minutes qu'on va passer ensemble, on va spécifiquement parler des parcours PMA, du deuil et plus globalement de la santé mentale. Alors, on peut se demander justement en quoi l'entreprise peut jouer un rôle dans le soutien aux épreuves parentales. tout à fait. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas facile de prendre ce sujet en tant qu'entreprise, en tant que DRH ou même en tant que manager, parce que ce sont des sujets qui relèvent d'abord de l'intime. En tout cas, c'est la conviction qu'on a en imaginant ce sujet. Mais je crois sincèrement, et on le croit avec Pauline, et je pense qu'aujourd'hui, vous l'avez compris dans les différentes conférences, que c'est un sujet essentiel aussi au sein du monde professionnel. Et qu'en tant qu'entreprise, aujourd'hui, c'est plus possible d'envisager d'avoir des salariés qui laissent à la porte de l'entreprise sa vie personnelle et les épreuves qui peut endurer. Donc, le rôle de l'entreprise aujourd'hui, il est d'abord de se venir sensibiliser sur ce sujet pour libérer la parole, pour lever potentiellement un tabou sur des sujets qui sont difficiles, mais aussi de faire preuve d'empathie, d'humanité en offrant notamment des politiques de flexibilité qui vont permettre de ne pas rajouter de la difficulté à la difficulté. Voilà, ça, c'est déjà deux grands rôles qui peuvent être joués par l'entreprise, mais il y en a d'autres, notamment
la création, pourquoi pas, d'espaces de soutien, de groupes de soutien quand vous identifiez plusieurs de vos salariés parents qui traversent les mêmes épreuves, ou encore le fait de pouvoir rediriger vers les bonnes personnes, donc à savoir les bonnes associations, les bons professionnels de santé, parfois la médecine du travail, parce qu'effectivement, le rôle du RH ou du manager, c'est pas de venir apporter une solution ou de soigner, mais plutôt de pouvoir rediriger quand c'est nécessaire. Et tout au long de ce webinaire, on va vous donner des clés et vous verrez qu'il y a un QR code aussi que vous pourrez flasher et qui vous permettra de récupérer des ressources à communiquer à vos salariés qui traversent ce type d'épreuve. Et je vous invite, si vous n'étiez pas là ce matin, on a eu un webinaire avec Mathilde Travail pour parler d'intelligence collective, notamment d'intelligence émotionnelle. Et ça fait vraiment le lien. Et elle expliquait, enfin, comme tu l'as, pour compléter tes propos, vous êtes manager, vous n'êtes pas psy, c'est vraiment pas votre rôle. Mais du coup, il est compliqué, que ce soit dans la sphère privée ou dans la sphère perso, parce qu'on ne l'a pas appris à l'école, et j'espère que ça va changer, d'accueillir la tristesse, la peine, la peur, Mm. le dégoût de quelqu'un. Et du coup, c'est pas simple d'être face à quelqu'un qui pleure, d'être face à quelqu'un Mm. qui va mal, en fait, Mm. alors que parfois, il suffit juste d'écouter et d'apporter juste une écoute empathique, d'où l'intérêt de travailler l'intelligence émotionnelle en équipe, et notamment Exactement. sur toutes les strates de management. Donc, du coup, Mm. tu évoques en quoi l'entreprise, elle peut jouer un rôle en créant, tu disais, en créant des Mm. groupes. Et est-ce qu'il y a d'autres pratiques que l'entreprise peut mettre en place pour justement soutenir son salarié sans avoir ce rôle de psy qui pour le coup n'a pas sa place dans l'entreprise? Oui, alors il y a tout un tas de pratiques, mais je crois que ça peut être intéressant de peut-être démarrer sur le quiz avant qu'on puisse rentrer vraiment sur à la fois les bonnes pratiques, mais aussi ce qui est préférable d'éviter. On va aborder trois grandes épreuves parentales. On pourrait passer la soirée à parler de ce Mm. sujet parce qu'il y en a beaucoup dans sa vie de parent et j'en parlais ce matin. Tout au long de la vie du parent, on peut être jalonné par des épreuves parentales. On a choisi avec Oui Impact d'en choisir trois. On va commencer par la PMA. Et donc les filles, je vais vous laisser poser votre question. Tout à fait. Donc, la première question, c'est combien de PMA en France, selon vous, y a-t-il chaque année? Alors, soit pour ceux qui sont en live, vous pouvez y répondre directement. Pour ceux qui nous regardent en replay, n'hésitez pas à faire le petit exercice aussi, voilà, dans votre tête. Alors, je crois que tout le monde donne sa langue au chat. Donc, du coup, aujourd'hui, en France, il y a 200 000 tentatives de PMA qui sont réalisées et qui donnent lieu à 25 000 naissances. Donc, on se rend bien compte que ça concerne quand même un certain nombre de personnes, de mères, de pères, de femmes et d'hommes, puisque la tentative de PMA n'aboutit pas toujours à une naissance, comme le montre bien ce chiffre. Et c'est ce qui est aussi difficile dans le fait d'accompagner un couple qui traverse la PMA. Tout simplement parce que ça ne veut pas dire que malgré toutes les embûches et les difficultés que représente ce parcours, il y aura un enfant voilà, au bout du parcours. Euh, le parcours PMA pour... oui, pardon, Outre le chiffre de 200 000 qui en plus ne fait qu'augmenter avec tout à fait. la société actuelle et les problèmes d'infertilité que les femmes connaissent, je trouve que ce qui est encore plus flagrant, outre ces 200 000 qui déjà montrent quand même quelque chose d'important, c'est Mm, ce ratio en fait et se dire que mm, c'est un peu plus de 10%, mais donc c'est vraiment mm, c'est très peu. Et on imagine mm. c'est 9 femmes, 9 couples sur 10 qui sont dans une tristesse et un deuil, parce que souvent, soit C'est ça. ça n'a pas fonctionné, soit il y a un arrêt naturel, mais c'est C'est lourd. ça, oui. En effet, il y a un écart qui est très important et potentiellement, oui, c'est des couples qui vont de nouveau être dans ce parcours de PMA ou qui seront arrivés au terme des parcours qu'ils peuvent mettre en place. Donc, en effet, il y a de Mm, nombreux défis qui sont là dans cet écart de chiffres. mm. Et ça m'amène du coup à notamment le volet plus sécurité sociale et prise en charge. Un couple est accompagné un maximum 6 fois
pour obtenir une grossesse et une seule fois par cycle. Donc effectivement, Lucille, ça peut aboutir sur du deuil, en fait, le deuil de jamais être parent. Et pour autant, c'est des parcours qui nécessitent beaucoup d'implication et de très nombreux rendez-vous médicaux qui peuvent venir perturber aussi la vie professionnelle. C'est pour ça qu'on en parle notamment aujourd'hui. Et donc, j'imagine que face à tout ça, face à tous ces couples qui vivent ça, ou ces mamans solo, parce que c'est aussi ouvert, quels sont les Mm. comportements ou les paroles que le management, la direction, les RH doivent éviter? Et puis, Mm. à- en parallèle, qu'est-ce que l'on peut plutôt encourager au sein des équipes? Mm. Tout à fait. On te propose de commencer par quelles sont les pratiques justement à éviter en tant que RH, en tant que manager, mais aussi en tant que collègue de travail. Il y a souvent beaucoup de maladresse, pas forcément de mauvaises intentions qui sont derrière ces phrases, derrière ces actes. Mais pour la personne qui est donc concernée par ce parcours de PMA, ben, ça peut être très, très blessant et cette maladresse peut faire mal. Il peut y avoir des phrases de type alors c'est pour quand le bébé? Ben ça, c'est vrai qu'on ne sait pas ce que traverse un couple en fait dans l'intime, qu'il soit dans un parcours de PMA ou autre. Et poser cette question, voilà, elle est très, très, très maladroite. Poser des questions aussi qui sont intrusives, qui vont rentrer dans l'intimité du couple, de type alors c'est pas trop compliqué entre vous de pas pouvoir avoir d'enfant. Ben ça typiquement pareil. Si on peut l'éviter, c'est beaucoup mieux parce on n'est pas enfin, on n'est pas voilà là on n'a pas cette posture cette posture à avoir vis-à-vis de cette personne, qu'on soit proche d'elle ou qu'on soit plus éloigné. En aucun cas, voilà, c'est une question qu'on peut poser. Ensuite, il y a tout ce qui est commentaires ou conseils non sollicités. C'est vrai que beaucoup de personnes se révèlent d'un coup médecins, psychologues ou voilà, spécialistes de je ne sais quoi, à donner ces petits conseils de tu devrais essayer le gingembre, ça a marché pour ma cousine. Enfin, alors voilà, même si une fois de plus, ça part pas forcément d'une mauvaise intention, Ouais. en fait, c'est très maladroit et voilà, et le conseil n'a pas été sollicité. Ensuite, il y a aussi le fait d'ignorer les besoins des employés concernés en se disant, bon, ben, ça va, on a tous nos problèmes à gérer, tu vas finir par y arriver, gère ça de ton côté aussi. En fait, ben là, potentiellement, on va perdre le lien avec la personne. Elle va pas se sentir écoutée, elle va pas se sentir soutenue. Et ben ça, c'est voilà, perdant-perdant, autant du côté managérial, du côté RH, que pour la personne qui reçoit cette phrase. Et enfin, il y a le fait de minimiser les défis en disant des phrases comme bon, ben, c'est rien ça, une fois que l'enfant sera là, tu auras oublié les galères. Alors que voilà, la potentielle galère, la difficulté du parcours, elle a été là. Et elle a potentiellement aussi laissé des traces chez la personne. Donc on ne peut pas se dire voilà, qu'une fois que l'enfant est arrivé, c'est bon, on oubliera. Et donc on peut déjà commencer à relativiser dès à présent. Mm. Ok, super clair. Et du coup, est-ce que vous avez des tips et des conseils pour justement accompagner de manière un peu plus Mm. bienveillante, sereine, empathique ces salariés qui seraient en parcours PMA, sachant que le manager n'est pas toujours au courant Mm. du parcours PMA, c'est pas du tout Tout une à fait. obligation. Les absences sont pas, on n'est pas obligé de Mm. spécifier que c'est pour ça. Mais Mm. potentiellement, les RH sont au courant et du coup, ça peut être aussi intéressant pour cette Mm. population d'entreprise. Tout à fait. On en a pas mal à vous présenter. Juste avant de commencer à vous les expliquer, je crois que c'est important aussi de se rappeler que ce type de phrase, ce type de commentaire, ce type de conseils non sollicités, souvent ça part pas d'une mauvaise intention, Mm. mais ça part plutôt d'un souci de sensibilisation au sujet, d'éducation. Donc j'en parlais au tout début, mais et Lucie, tu m'as reposé la question tout à l'heure, c'est vraiment une des clés, je crois, dans le rôle de l'entreprise, c'est de venir sensibiliser sur ce sujet pour lever les tabous et pour éviter qu'il y ait un manque de connaissances en fait sur comment bien vivre ensemble quand il y a ce type d'épreuve dans l'entreprise parce qu'on ne l'apprend pas à l'école. Et je te rejoins, j'espère que ce sera le cas un jour. Donc la première chose, et là encore, on va être plutôt raccord, c'est vraiment de faire preuve d'écoute active. C'est pas facile, voilà, de trouver les mots et on le verra pour le deuil, ça l'est encore moins. Mais déjà, offrir un espace d'écoute avec un soutien empathique, avec des phrases qui, pour le coup, où on attend vraiment une réponse, où on la dit pas simplement par politesse, le type, ben, comment tu te sens vraiment, comment tu vas vraiment, voilà, en tant que RH, en tant que manager, quand on est au courant du parcours,
de son salarié, c'est important, je crois, d'ouvrir l'espace. Et puis, quand on n'est pas au courant et qu'on sent potentiellement qu'un salarié traverse des difficultés, évidemment, ne jamais lui forcer la main, mais lui dire, voilà, si tu as envie de parler de quelque chose, je suis disponible. Et ça, je trouve que déjà, c'est très précieux de pouvoir ouvrir cet espace. La deuxième chose, c'est de partager un guide de soutien. Si vous avez un guide de parentalité déjà en place, super. Si vous n'en avez pas, c'est l'occasion aussi d'en créer un aujourd'hui avec toutes les infos que vous aurez eues, et d'y inclure évidemment des ressources, des contacts utiles. Vous avez en haut à droite là un QR code, je vous invite à le flasher pour pouvoir télécharger notamment des ressources à communiquer à vos managers et à vos salariés concernés sur ces sujets-là. Voilà, pour rassembler un ensemble, un petit guide tout simplement à faire passer puisque votre rôle, c'est effectivement pas d'être psy, mais plutôt voilà, de rediriger si besoin. Également de définir un process de déclaration des absences qui garantit la confidentialité, parce que Lucille, tu soulevais le point que tout le monde n'est pas au courant de ce que traversent les salariés, et une des clés pour pas mettre à mal cette confidentialité et faire en sorte que le salarié reste confortable en fait dans l'épreuve qu'il traverse, c'est de travailler sur ce process-là, mais aussi de venir faire de la communication préventive. Ça va avec la sensibilisation. Pauline, elle vous a assommé un peu avec les phrases choc parce que c'est vrai que c'est toujours fou de se dire mon Dieu, ça, on entend encore ça, mais oui, on entend encore ça. Donc venir sensibiliser sur ce type de remarques, ce type de blagues, mais aussi les absences. Parce que là où on entend beaucoup de blagues et de remarques, c'est souvent sur mais, tu pars à 17h, tu as pris ton après-midi, ah mais t'es encore en congé. Oui, mais en fait, on ne sait pas trop ce que vit la personne derrière. Donc, venir rapporter un peu, ramener du sens, voilà, dans tout ça, c'est important de venir sensibiliser. Et enfin, outiller les managers. Ça, c'est essentiel parce que c'est souvent là que le bas blesse. C'est génial d'avoir une super politique de parentalité, c'est essentiel. C'est essentiel d'avoir envie et d'être dans l'élan d'accompagner les épreuves parentales. Mais si les managers ne sont pas embarqués, ne sont pas sensibilisés, ne sont pas outillés pour ça, en fait, ça tombe un peu à l'eau parce qu'il va y avoir des contradictions entre la politique, l'élan et le quotidien. Oui, hyper intéressant. Merci beaucoup pour ce partage. Je pense que c'est important d'insister sur le fait que souvent, tu l'avais dit, hein, mais souvent, c'est vraiment pas de la malveillance de la part du management, c'est vraiment de la Tout à méconnaissance. fait. J'ai un ami qui m'a récemment partagé qu'il avait tendance à poser cette question, alors le bébé, c'est pour quand, à ses collègues, parce qu'en fait, c'est pas une question méchante dans le fond, mais Non. comme vous disiez, enfin, si on ne sait pas ce que les gens traversent. Et en fait, il a eu une amie confrontée à une PMA qui a été très longue, très compliquée, qui s'est terminée par un bébé, mais en tout cas qui a été très longue et très impactante pour sa vie perso et pro. Et du coup, c'est là qu'il a commencé à comprendre et à donc ne plus poser cette question absolument débile. Mais en fait, quand on ne sait pas, c'est un peu ce qu'on disait, c'est d'où l'intérêt d'accompagner, de communiquer, de prévenir, d'informer, parce qu'en fait, quand on ne sait pas, on peut mettre les pieds dans le plat et pas se rendre vraiment compte de ce qu'on est en train de dire et de l'impact que ça Tout à peut fait. avoir. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. En plus, on n'a pas nous-mêmes vécu ce parcours ou été confronté, voilà, à un de nos proches qui l'a vécu. Voilà, on se rend pas forcément compte. Donc là est tout le pouvoir de la sensibilisation, du jeu de rôle, des différentes manières dont on peut sensibiliser aussi pour que ça ait le plus d'impact. Mm, exactement. Bon, on va continuer avec un sujet pas beaucoup moins lourd, voire peut-être encore plus, mais on va pas mettre d'échelle entre tous ces sujets compliqués. On va parler du deuil périnatal. Aujourd'hui, on va faire le même principe, hein. On va vous poser une question. Donc, si vous avez cette fois-ci envie de répondre, n'hésitez pas, sinon on continuera de dérouler. Et donc, du coup, les filles, je vous laisse poser votre Ouais. question. Alors, ouais, tout à fait. Merci, Lucille. Donc, la question, c'est quel est le pourcentage de femmes qui ont vécu une ING? Alors, ING, c'est un mot qui n'est pas encore très démocratisé. C'est c'est l'acronyme de interruption naturelle de grossesse, pour éviter de dire fausse couche, parce qu'il n'y a rien de faux dans une fausse couche. Il y a bien eu un bébé à un moment donné. Donc, voilà, c'est une question à choix, à choix unique. Je vous laisse y répondre si vous le souhaitez, et sinon je passe aux résultats. Donc entre 3 et 5%, entre 10 et 15%, ou entre 20 et 30%.
Donc, il y a actuellement entre 10 et 15% de femmes qui ont vécu une interruption naturelle de grossesse. Et dans le monde, 23 millions d'interruptions naturelles de grossesse se produisent. Donc, ça concerne quand même forcément des gens autour de vous, notamment dans une entreprise. De manière générale, la mortalité infantile, donc qui peut avoir lieu pendant la grossesse ou après, euh, elle est supérieure à la moyenne européenne en France. Et le taux de mortalité périnatale s'élève à 10,2 pour 1000. Donc on voit que c'est encore un sujet quand même et que malheureusement, il y a beaucoup de gens touchés. Voilà. Et ces gens-là travaillent et potentiellement doivent le traverser à côté de leur vie professionnelle. J'ai essayé de chercher, j'ai pas trouvé les raisons en préparant cette conférence avec vous sur pourquoi la moyenne française Mm, est encore haute et surtout supérieure à des pays mm, européens qui seraient un petit peu moins développés. mm. J'apporterai cette réponse. Je vous écrirai parce que vraiment, je me le suis renoté. Ça me questionne. Est-ce que notre système de santé serait défaillant? Grande question C'est une ouverte. des hypothèses en tout cas. Alors, en effet, on a aussi cherché de notre côté. C'est des hypothèses seulement qu'on a réussi à trouver. Et parmi elles, en effet, il y avait la dégradation du circuit de soins, comme tu viens de le dire. Il y avait aussi le fait qu'il y avait une hausse de l'âge des mères au moment de l'accouchement, un accroissement des grossesses multiples et des situations de précarité de plus en plus importantes. Donc, c'est les hypothèses voilà, qu'on a trouvées. Mais pareil, on est curieuse, voilà, si tu trouves d'autres hypothèses ou d'autres sources. Ouais, hyper intéressant et Mm. oui, à creuser parce que c'est vraiment questionnant, Tout à fait. questionnant ce taux de mortalité. Du coup, on va faire le même process. Quelles sont les phrases qu'on ne doit pas dire? Je ne sais pas si Pauline, tu peux encore nous plomber Tout à l'ambiance. fait. Je, Qui est bien chargée. je reste C'est dans la mon méchante. rôle pour plomber l'ambiance Ok, cet merci. Bon, après-midi bah tant pis, on reste. avec, avec un maximum de sourire, voilà, mais je vais quand même toujours plomber un petit peu. Donc, à éviter, comme tout à l'heure, voilà, des phrases maladroites, voire très maladroites et blessantes, de type bon, tu es encore jeune, tu en auras d'autres. La nature, elle est bien faite, t'inquiète pas. Alors, une fois de plus, est-ce que ça part voilà, de mauvaises intentions ou d'une maladresse exacerbée? En fait, quand on reçoit cette information et qu'on est en train de vivre un deuil, en fait, qu'on ait 20 ans, 25 ans, 45 ans, en fait, le deuil, il est là. Et qu'on soit jeune, moins jeune, la souffrance, elle est là et il n'y a rien qui justifie qu'elle puisse être moins importante selon l'âge qu'on a. Tout ce qui est tabou, malaise, évitement, pitié, qui amène à des phrases de type «Oh là là, comment tu fais? Moi, vraiment, je tiendrai pas, je pourrais pas». Ben là, en fait, à part rajouter de la peine à la peine, en fait, ça va rien apporter. Même si c'est ce qu'on pense au plus profond de nous, qu'on sait vraiment pas comment la personne fait à côté de nous, on peut se le garder dans notre tête, quoi. On n'est pas obligé de le dire. Là, il y a aussi les comparaisons très mal placées. Donc, avec cet exemple qui peut paraître très décalé, mais qui voilà, a déjà été entendu dans les témoignages qu'on a pu avoir, de type moi aussi, j'ai perdu mon chien, je sais ce que c'est. Alors, je suis toujours un peu perturbée à reprendre cet exemple, mais en fait, comme si en fait, il y avait une hiérarchie de la peine, et puis comme si on pouvait comparer aussi la peine. Alors Ouais, là, en plus, ça va comparable. être quelque chose qui n'est pas comparable, mais, C'est mais des voilà. phrases qui sont encore dites. En fait, Mm, on nous l'a remonté, donc c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Oui, on m'a exactement. comparé, pour parler de chiens, hein, puisqu'on est dans la thématique, on m'a comparé mes enfants à des chiens dans un train. C'était cet été. Mm. Ah J'avais partagé sur LinkedIn. Voilà, on m'a dit que les chiens savaient se tenir dans un train et pas mes enfants. Donc oui, oui, alors moi, c'était pas Mm. le cadre d'un deuil parce qu'ils étaient là bien vivants et c'était un peu ça en fait qui dérangeait pour le coup. Oui, un peu trop bruyant, peut-être un peu trop. Un Voilà, peu trop des enfants. c'est Et ça. oui, on n'a pas trouvé le mode off, hein, et bien heureusement qu'on les laisse vivre. Et ensuite, donc, les conseils non sollicités, comme tout à l'heure, des nouveaux médecins, des nouveaux psychologues qui tous les jours se réveillent pour nous apporter leurs petits conseils de type vas-y, enchaîne, tu devras en refaire un très vite pour te remettre. Alors voilà, chez certaines personnes, elles auront peut-être envie de faire ça, d'autres non, mais en aucun cas, voilà, en tant que collègue, manager, RH, on est là pour, voilà, pour conseiller dans le bon timing à avoir pour repartir dans un projet de parentalité. D'autant que voilà, si c'est suite à un parcours PMA, Mm. comme on l'a dit tout à l'heure, potentiellement, c'est pas envisageable. Donc, on ne sait jamais, en fait, ce
ce qui est possible derrière. C'est ça. Et puis pour finir, les jugements. Voilà, tu pleures trop. Face à autre chose, maintenant, ça fait 6 mois. En fait, dans le deuil, ben, chacun va le vivre à sa manière. Chacun va avoir sa temporalité. Donc, potentiellement, ben oui, en fait, on aura besoin de 6 mois, un an à pleurer. Alors, pas pour faire passer le deuil ou la peine, parce que je suis pas sûre qu'on puisse vraiment passer au-delà, mais du moins pour avoir envie de passer à une étape suivante. Donc, voilà, garder pour soi tout jugement, ben voilà, c'est toujours bon à prendre. Et j'ai fini de plomber l'ambiance sur ce sujet. Merci Pauline. À toi, Annelise. Redonne-nous un Mm. peu le sourire avec des bonnes pratiques Non, à mettre en place. en vrai, c'est encore une fois, hein, c'est très compliqué d'aborder ces sujets. On ne sait pas comment les accueillir, on n'est pas entraîné à les accueillir, on n'est pas formé. euh, et on a toujours cette stratégie d'évitement. En fait, c'est hyper humain, c'est le cerveau qui fonctionne comme ça. Donc, oui, ça peut faire des gros dégâts. Et oui, c'est essentiel de venir s'informer. Donc, bravo à tous ceux qui s'informent sur le sujet. La première chose, c'est de d'oser en parler, déjà. Euh, on ne sait jamais, comme je viens de le dire, comment se positionner. Encore plus dans le milieu professionnel. Mais en fait, ne pas en parler, ça peut renvoyer quand même un sentiment d'ignorance à la personne en face. Et souvent, la personne qui traverse un deuil a quand même envie de pouvoir parler de ce qui n'est plus, en fait, mais qui a été. Reconnaître la difficulté aussi de la période avec des phrases un peu types du style un deuil, voilà, ne se fait pas un jour, tu as le droit d'être triste et de pleurer autant que tu veux. Je pense que ça doit faire écho, Lucille, aussi à ce que vous avez vu ce matin. Euh, Pas avoir peur en fait de l'émotion de l'autre. Et puis offrir un espace de dialogue et de soutien avec des phrases types, là encore, toutes simples, hein, des fois, bah, voilà, j'ai bien pensé à vous aujourd'hui, ou tu sais, je te soutiens inconditionnellement là dans ce que tu traverses. Voilà, je trouve pas les mots, on peut dire aussi ça, hein. Je trouve pas les mots, mais sache que je te soutiens. On n'est pas obligé de toujours trouver les mots et les solutions. Et voilà, encore une fois, n'hésitez pas à télécharger les ressources en haut à droite pour pouvoir aussi, quand on ne trouve pas les mots, bah, renvoyer vers des associations, d'autres personnes qui traversent ça. Offrir de l'humanité avec de la flexibilité. Pourquoi pas offrir plus de jours aussi aux parents qui traversent ça que ce que le légal l'impose. Se proposer en tant que RH pour annoncer, ou en tant que manager hein, d'ailleurs, pour annoncer la nouvelle aux autres collègues, parce que c'est pas facile en fait quand on part avec un ventre rond et qu'on revient les bras vides de devoir notamment affronter ça, mais en plus l'annoncer à chacun, sans l'imposer, mais en tout cas le proposer, voilà. Et puis avant tout, s'informer sur le deuil périnatal quand un bébé d'un ou d'une collègue vient de décéder. Ça me paraît essentiel. Une petite pensée pour l'association Agapa, Tout qui à est fait. dans votre guide. J'ai fait la formation de soutien au deuil périnatal et c'est vraiment une très belle asso. Il y en a d'autres, évidemment, mais en tout cas, celle-ci, Mm, avec plein d'antennes, ils font des choses en ligne. Donc, c'est vrai que ça peut être intéressant pour se carrément. sentir soutenu. Mm, tout à fait d'accord. Dernière partie, parce on est déjà short in time, Mm, on va parler de santé mentale. mm, Euh, ok. du coup, on va faire même process. Petite Mm, question. mm. Et bien là, vu qu'on est un peu short, je vous propose de vous annoncer la réponse tout de suite. Quel est le pourcentage de salariés par an touchés par le burn-out? C'est 66%. Énorme. Donc voilà, je pense que ce chiffre parle de lui-même. Pour l'entreprise, le coût, il est quand même conséquent, hein. On est à 7,7 cas pour un burn-out en entreprise, donc ça coûte de l'argent à une entreprise. Et d'autant plus que les troubles psychologiques aujourd'hui, c'est le principal motif des longs arrêts. Euh, sur un autre volet, la dépression postpartum, ça touche les mères et les pères, puisqu'on voit que 10 à 20% des mères sont touchées et 8 à 10% des pères. Donc la santé mentale, c'est quand même un sujet mixte. Ça, c'est important de le rappeler. Et une dernière info, mais pas des moindres, cette fois, c'est moi qui suis moins sympa. Le suicide reste la première cause de mortalité des jeunes mamans. Et ça, c'est quand même inimaginable aujourd'hui en France que ce soit encore le cas. Mm. Donc, du coup, question, qu'est-ce qu'on évite dans ces cas-là quand on est face à quelqu'un qui va mal, quelles que soient les raisons? Mm. Pauline, encore toi, Tout à j'imagine. fait. Exactement. Ce rôle apparemment me va si bien. Alors déjà, le fait d'ignorer en fait les signes de détresse chez nos employés,
chez nos collègues de travail. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Il y a des signes qui sont assez parlants, des différences de comportement, des différences de performance aussi, qu'à tout niveau, en tant que RH, que manager ou que collègue, on peut en fait repérer. Et ça peut clairement faire la différence de savoir identifier ces signes. Le fait de minimiser les défis auxquels sont confrontés les employés parents en termes de santé mentale, de type t'inquiète, il dormira un jour. Voilà, se dire aussi, bah, moi aussi je suis parent, j'ai vécu ça, c'était il y a 15 ans, c'est bon, c'est passé, je m'en suis remis. Sauf que, en fait, bah, potentiellement, la parentalité qu'ils ont vécue il y a 15 ans, c'est plus la même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le modèle traditionnel, il est plus le même. On a beaucoup de familles monoparentales. On a aussi des familles qui sont de plus en plus éloignées de leurs proches, qui ont plus forcément de relais pour pouvoir justement les soulager, soulager leur santé mentale aussi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Pensez aussi que les problèmes de santé mentale n'ont pas leur place en entreprise. Ça, voilà, aujourd'hui en 2024, on peut plus se dire il y a une séparation nette entre vie pro, vie perso, on laisse les problèmes de la maison à la maison. Ça, en fait, c'est pas le cas. Et puis l'entreprise a aussi sa responsabilité, en fait, d'assurer la sécurité physique et mentale de ses employés. Donc, c'est clairement un sujet que l'entreprise se doit de prendre en charge. Et enfin, le fait de ne pas réagir aux multiples signalements d'un management toxique. On sait aujourd'hui tout l'impact que peut avoir un manager qui est toxique et quand voilà, des collègues font remonter des phrases qui ont été dites, des comportements, le fait de ne pas réagir, de fermer les yeux, en fait, potentiellement, ça va faire que augmenter en fait potentiellement le nombre de dépressions, le nombre de burn-out et ça va avoir un impact considérable et bien évidemment négatif sur la santé mentale de ces équipes. Ouais. Je vais passer plutôt à ce qui est intéressant d'envisager. Donc d'abord, promouvoir un équilibre sur les temps de vie, tout simplement, sur les responsabilités professionnelles et familiales, me semble hyper important dans la culture. Euh, et souvent, ça passe par l'exemplarité. Voilà, l'exemplarité des managers, des RH, de la direction, c'est très important. Pauline, elle évoquait la notion de responsabilité de l'entreprise. Et c'est vrai qu'il y a une notion de responsabilité, notamment maintenant avec la RSE, mais je crois qu'il y a aussi tout un intérêt pour l'entreprise à vraiment considérer ce sujet de la santé mentale pour le bon fonctionnement des équipes, pour la performance globale. Et puis Le second... une micro-parenthèse, excuse-moi de te couper, Alice. Non, t'inquiète. On a cette culture du présentéisme en France, on en a parlé aujourd'hui. Ça serait bien d'arriver à une culture où on challenge les objectifs Mm, sur ce qui est vraiment rendu, enfin sur vraiment la tout à fait. Sur la versus, performance, ouais. sur la performance versus le temps passé, parce qu'il y a des gens qui sont là, mais qui tiennent les murs, et du coup, Mm, ça a un peu moins d'intérêt. Donc, tout à c'est fait. vraiment intéressant de se dire, bah oui, peut-être qu'elle part à 17h, mais au final, ses objectifs sont tenus, et on n'a rien à lui reprocher, donc bah, grand bien lui fasse si elle part à 17h, en fait. Exactement, entièrement d'accord. Et c'est vraiment sur ces sujets-là qu'il faut travailler, je crois, quand on construit sa culture d'entreprise et dès le départ poser des bases saines. Deuxième point, c'est ouvrir le dialogue. Là encore, je crois que ça revient souvent, hein, l'écoute active, mais c'est hyper important parce qu'on est assez mauvais là-dedans, étant donné qu'on n'est pas formé. Donc, proposer des temps d'échange ou aussi tout simplement proposer si vous avez plusieurs salariés qui vivent ce type de difficultés, leur proposer de créer des groupes de parole en interne. Ça peut être très bénéfique. Expliquer aux salariés vers qui se tourner, encore une fois, en cas de besoin, et encore plus, je crois, dans le cadre de la santé mentale. Vous pouvez télécharger le guide à droite pour récupérer les ressources. Puis identifier les comportements ou les environnements de travail toxiques. Là encore, Pauline le disait, mais c'est vraiment essentiel en fait de prendre au mot quand on vous remonte un management toxique. Je vais vous donner un exemple très personnel d'une de mes expériences. Nous, on a remonté dans mon service un management toxique à maintes reprises. Euh, Ça n'a pas été entendu. Il y a eu littéralement 6 burn-out. D'un coup. Je vous laisse imaginer l'impact pour le service, pour l'entreprise, pour les personnes qui, du coup, en partie, ont fini par démissionner. Voilà, c'est quand même costaud, quoi. Donc, ignorer les signaux faibles, en fait, c'est risqué pour tout le monde.
Et ensuite, évidemment, revoir les objectifs en conséquence pour les parents en temps partiel, parce que souvent, ça, c'est quelque chose qu'on nous remonte. C'est ouais, mais en fait, je suis passée à 80%, mais j'ai toujours 100%. Voilà, ça ne devrait pas voilà, fonctionner comme ça. C'est clair. Merci beaucoup pour ce partage. Je pense qu'il y a les entreprises ont beaucoup à faire pour œuvrer sur ces 3 grands piliers et il y en a d'autres. Merci pour toutes les ressources que vous avez partagées. Avec Vous pouvez plaisir. aller reflasher sur le replay les QR codes ou les retrouver directement sur le site de We Impact. Tout à fait. Merci les filles. Je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot pour Ouais, conclure. avec plaisir. Bah, juste pour finir, du coup, sur parce que là, on vous a apporté beaucoup d'infos. Ce qui est intéressant aussi de se dire, c'est que vous pouvez être accompagné sur ces sujets. Donc, vous avez rencontré plein d'acteurs formidables aujourd'hui. On va vous présenter, nous, ce sur quoi on est capable de vous accompagner, notamment sur les épreuves parentales. Eh bien, à travers du conseil, d'abord un diagnostic RH pour co-construire votre programme de parentalité et d'ailleurs y inclure les épreuves parentales, mais aussi sur des accompagnements plutôt one-shot de type conférence ou atelier pour venir sensibiliser, mais aussi trouver des outils, former vos managers, les faire monter en compétences et voilà, participer à un mieux-être global dans l'entreprise avec le soutien à la parentalité. Super. Bah, merci beaucoup les filles. Merci beaucoup à Merci tous à ceux toi, Lucille. qui nous ont écoutés. Je vous souhaite une agréable fin de journée. Et Merci beaucoup. pour recevoir, excusez-moi, tous les replays demain matin, je vais programmer le mail à 8h, comme ça il sera dans vos boîtes mail. Je vous Super. remercie et on se retrouve très vite. Au revoir. Ça Merci, marche. Lucie. Merci, Au Lucille. revoir à Merci à tous les tous. présents. Au revoir. Merci.